Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 29e épisode du Bistrot d'Alain LOSC, saison 3, l'émission réalisée par les supporters du LOSC pour les supporters du LOSC, diffusée chaque semaine sur la page Facebook du Bistrot d'Alain LOSC, ainsi que sur le groupe Facebook Allez le LOSC. Cette émission est disponible en replay dès le lendemain sur notre chaîne YouTube. Vous verrez les différents liens dans nos publications, donc une émission qui revient chaque semaine sur l'actualité de notre club préféré. Au sommaire, cette semaine, nous débrieferons le match de Montpellier. Débrief du match, les Lillois repassent la 5e avec difficulté. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur le prochain match, Auxerre, pas d'offrande à l'Abbé des Champs. Objectif toujours cette 5e place, voire plus. Pour aborder cette actualité, nous avons cette semaine des piliers du bistrot que vous connaissez parfaitement, hein, ce sont des habitués. Donc nous avons tout d'abord Christophe avec son magnifique t-shirt que je n'arrive pas à lire le message, mais il va nous le dire tout de suite. Bonsoir Christophe. C'est marqué dessus, perds pas le Nord. Voilà. Voilà, on espère, c'est à la fois un t-shirt et une incantation. On espère que les Lillois ne perdront pas le Nord la semaine prochaine, enfin le week-end prochain à Auxerre. Vous le reconnaissez. Ah oui, soyons polis. Il est également présent encore cette semaine avec lui aussi une écharpe à côté. Alors il va nous la montrer, il va nous la présenter. Donc c'est Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir, c'est une vieille écharpe des Dogs de Paris. Alors, tout simplement. Il est également présent ce soir, de retour après une petite absence. Georges, supporter lillois originaire de Tourcoing et habitant dans le Dunkerquois. Il n'a rien à nous présenter, il est là uniquement pour le plaisir. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Si, derrière moi, j'ai un petit bac nanoquarium avec des crevettes à l'intérieur qui sont rouges et bleues, donc aux couleurs du LOSC. Voilà, on va faire une ambiance. Je peux pas vous les sortir. On fera une ambiance spéciale crevette ce soir. N'y voyez pas de cause à effet. Alors là, c'est non, la boulette. Je ne vais pas le présenter tout de suite. Là, c'est pas possible. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct dans l'émission sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Alain LOSC. Vous avez pu déjà réagir sur le forum du site Alain LOSC. On y reviendra tout à l'heure. Il y aura un jeu pour gagner une place pour le match Lille-Ajaccio. Et vous pouvez donc réagir, nous poser des questions, vos réactions sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Alain LOSC. Comme d'habitude, on essaiera de les lire en direct et de les faire partager à nos auditeurs. Donc, n'hésitez pas, soyez bavards. On prendra les meilleurs commentaires sans aucun souci. Alors, nous avons le sommaire que nous avons indiqué. On voudrait quand même faire un petit coup de chapeau avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Un petit coup de chapeau aux filles. Il y avait dimanche, à un horaire catastrophique parce que c'était 14 h, on était en plein match de la Ligue 1, donc c'était compliqué, il fallait faire des choix. Il y avait un match au sommet de la D2, Lille-Strasbourg, le premier contre le deuxième, et le LOSC l'a emporté. 1-0, un but de Julie Plan, si je ne dis pas de bêtises. Un très beau but d'ailleurs. Un magnifique but. Et... Je vous conseille de le revoir en replay, vous pouvez le trouver assez facilement sur Twitter par exemple, il est vraiment très beau. Alors la conséquence, c'est qu'il reste 4 matchs et le LOSC a 8 points d'avance sur le deuxième qui est Strasbourg et Metz, donc les deuxièmes, donc qui ont 43 contre 35 points et que finalement, même comme le dirait Patrick Robert, les Lilloises ont un pied et quelques orteils en division 1. Il reste encore quelques orteils à passer pour franchir la frontière. Mais en tout cas, ça s'annonce très bien. Alors, vous avez des choses à dire sur cette victoire? Julien, je sais que tu es avec les Dogs de Paris, vous êtes assez proche des filles parce qu'elles jouent souvent en région parisienne.
Elle joue souvent en région parisienne et je dois avouer que certains membres des Dogs de Paris préfèrent aller voir les filles que les garçons parce que c'est quelque chose de plus authentique, il y a une proximité qui est plus forte. On peut parler avec elles après les matchs, voire boire un verre. Enfin, voilà, c'est hyper sympa. C'est peut-être un peu le foot d'avant qui nous manque aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, les Dogs de Paris suivent beaucoup les filles et seront présents, je pense, en nombre, d'après les messages que je vois passer au prochain match. Ouais. Voilà, le prochain match contre le CA Paris, donc à l'extérieur. Ensuite, il y a domicile pour nous. À domicile pour les Dogs de Paris. Ensuite, un match à l'extérieur pour les Dogs de Paris, mais à domicile pour les filles contre ici le 7 mai. Et le titre peut se jouer ce jour-là. Sinon, il peut se jouer au match suivant, qui est le derby finalement. Le derby contre Lens, certainement à Arras, aussi, si je ne dis pas de bêtises, le 14 mai. Le titre peut se jouer là-bas et sinon, il restera le dernier match contre Brest le 28 mai, donc dernier match de cette saison de T2. Alors, vous y croyez Non, Julien? juste Pierre-Ambroise précise, le foot féminin, c'est sympa aussi parce qu'on peut boire des bières en tribune. La précision, apparemment, est d'importance. Il faut rester sur l'essentiel. Pierre-Ambroise a tout à fait raison. Christophe, Georges, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet? Juste 8 points à 4 journées, je pense que ça peut être vite fini quand même. Hein. Dans 2 journées, normalement, c'est fini. Enfin, si tout se passe bien. Et ouais, juste une réflexion, c'est surtout au niveau de la visibilité, parce que c'est vrai qu'il y a une énorme disparité. La Ligue 2, enfin la deuxième division féminine au niveau médiatique n'existe quasiment pas, alors que si elle monte en Ligue 1, c'est une sacrée reconnaissance à ce niveau-là, parce que les matchs sont même télévisés. Aujourd'hui, il y a... Alors, la question que je me pose, c'est de savoir... quel sera le projet, quelle sera l'ambition pour l'équipe une fois accédé au niveau supérieur, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a un vrai nivellement, je veux dire, au niveau du foot féminin. Il y a vraiment des équipes très fortes et des résultats qui sont souvent assez larges. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y aura vraiment un projet ambitieux qui permettra aux filles de se stabiliser, de se pérenniser le plus longtemps possible au niveau élite, quoi. Alors, vous savez que les supporters, les Dogs de Paris aiment bien aller voir les filles. Nous, on aime bien les recevoir au bistrot d'Aélos, et on essaiera d'organiser un bistrot autour de ce sujet à la fin de saison pour justement envisager l'après. L'année prochaine, c'est une année charnière parce que le financement des clubs de Division 1 se structure, se consolide. Ouais, ça va changer. Et donc, il y a vraiment une place à prendre. Mais effectivement, pour prendre la place, il faut avoir les moyens de sauter cette marche, qui est une marche très importante, et ça nécessite effectivement un projet, mais nul doute que notre ami Patrick Robert est déjà en train de travailler sur l'avenir, même s'il nous avait confié qu'il ne prendrait pas sa retraite avant que les filles remontent en première division. Donc, j'espère qu'il attendra quand même quelques mois avant de prendre sa retraite. Et puis, on a eu Rachel déjà 2 fois dans l'émission, si je ne dis pas de bêtises, sur 2 saisons différentes, et on ne l'a pas encore reçue cette saison. Donc, si les filles sont championnes, il va falloir la recevoir pour fêter ça. Ah, quelle corvée. On l'attend avec beaucoup d'impatience. Elle sait qu'elle a ses entrées au bistrot. Alors, sur les commentaires, parfait, on va pouvoir gagner pour Pierre-Ambroise. Bravo. Parce que je ne serai pas présent à Auxerre. J'ai une réputation de chat noir. D'accord. Mais je préciserai que j'étais présent à Lille-Montpellier, donc ça ne tient pas du tout. Bon, on a Thierry, bravo filles, en route vers la D1. On a Patrice qui nous dit allez les filles, trop fortes. On a Sébastien, est-ce que les filles peuvent boire une bière aussi après le match? Seuls les Dogs de Paris pour nous dire, elles ont le droit. Techniquement, il n'y a pas faute. Hein. Techniquement, il n'y a pas faute. Non. Même pendant le match, c'est à l'ancienne. Hein. On a une info de Stéphane. Est-ce que tu viens de l'avoir passée? Absolument. Stéphane, du site Allez Lille, qu'on salue et qu'on avait d'ailleurs essayé de faire venir. Je l'avais contacté cette semaine, mais on s'y est pris trop tard. Stéphane qui nous dit Patrick Robert vient de rempiler pour 4 ans. C'est une excellente nouvelle et on s'en réjouit tout de suite. C'est bon pour les filles, c'est bon pour les jeunes et c'est bon pour le musée du LOSC. Tout à fait. On va
va pousser fort. Alors, quelque chose me dit qu'on aura peut-être l'occasion de parler de tout ça dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Mais je ne dis rien, des oreilles indiscrètes peuvent nous écouter. Quel teaser, Donc, quel teaser. Je sais, Bah, surtout que là, on vient de se rendre compte que Fonseca écoutait les émissions. Donc, on y reviendra tout à après l'heure. le match de dimanche, il n'y a pas photo. Hein. On y reviendra tout à l'heure. On a effectivement de bons indices qui vont dans ce sens-là. Donc, ceci étant précisé, on salue une nouvelle fois les filles. On leur dit à très bientôt. On essaiera d'aller avec le bistrot pour l'un des 2 derniers matchs à domicile. On n'a pas pu sur les 2 derniers à cause de la proximité des calendriers, mais si je ne dis pas de bêtises, sur les prochains matchs, il n'y a pas de confrontation avec le calendrier des garçons. Donc, ça devrait faciliter les choses. Je vous propose de passer à la première partie de cette émission. Donc, le débrief du match Lille-Montpellier. On appelait ça les Lillois repassent la 5e avec difficulté. Donc, avant de vous passer la parole, comme d'habitude, pour un rapide tour de table de ce que vous avez pensé de ce match. On verra ensuite les tops et les flops. Et on reviendra finalement après sur le fait marquant du match, qui est le coaching de Paulo Fonseca. On avait fait du Fonseca, hashtag Fonseca, hashtag défonseca la semaine dernière. Et comme le laissait sous-entendre Julien, il y a eu un changement complet finalement d'optique de l'entraîneur lillois. Et on y reviendra en fin de cette première partie. Alors avant de commencer le tour de table, je vais vous donner les statistiques. On n'a pas Baptiste, le meilleur entraîneur du Nord, avec nous, après Paulo Fonseca. Et donc, je vous rappelle les statistiques. Donc, Lille 2, Montpellier 1. On a 17 tirs lillois contre 4 montpelliérains. 7 tirs cadrés pour le LOSC, un seul pour Montpellier. 70% de possession lilloise. Le titre de champion de la possession ne peut pas nous échapper cette année. C'est impossible. Ça c'est fait, c'est gagné. C'est impossible. C'est impossible. 578 passes contre 257 à Montpellier, 15 fautes contre 19, un carton jaune contre 3 pour Montpellier, un hors-jeu contre 3 pour Montpellier et 8 corners à 4. Chers amis, comment avez-vous vécu ce match qui arrivait juste après la très surprenante et très décevante défaite à Angers? Qui veut commencer? Allez, Georges. Alors, on a un peu évoqué, s'il y a eu coaching, c'est qu'il y avait nécessité de le faire. Et en fait, ça a été un match un peu montagne russe, quoi, parce qu'on a 20 premières minutes où clairement on domine outrageusement cette équipe. Et puis arrive le premier contre, un scénario qu'on a tendance à vivre de manière un petit peu régulière. Montpellier qui marque quasiment sur sa première incartade et donc sur son seul tir cadré. Et ensuite, ça a été encéphalogramme plat pendant toute la fin de la première mi-temps, même à 2 doigts de s'en prendre un second si Cazerie ne se gâchait pas comme il l'a fait. Et puis, en effet, il y a eu, donc on reviendra plus en détail sur le coaching, mais une amorce de deuxième mi-temps qui a été totalement différente. Manifestement de good man at the good place. On a retrouvé certains anciens aussi. Ça nous a fait beaucoup de bien de les revoir là. Et puis, presque logiquement, on est repassé devant. Et puis, j'ai bien aimé aussi cette fin de match, puisque après, justement, à Montagne Russe, on a fini sur une longue ligne droite pépère tranquille, où là aussi, on a un petit peu renforcé derrière, quoi, pour asseoir le résultat. Donc voilà, ça a été, il y a quasiment eu 4 matchs en un, quoi, mais au bout du compte, on tiendra qu'on aura quand même eu pas mal de spectacles, notamment une deuxième mi-temps qui a été magnifiquement animée, et puis 3 points. Quoi. Alors Christophe, 4 matchs en un, du spectacle, une victoire, 3 points, c'était une bonne après-midi. Ça a bien fini, on va dire. On peut dire que le début, c'était bon après-midi, quoi. Enfin, après-midi, quoi. À midi, c'était pas terrible, enfin, 13h. Non, ça ressemble un peu à Lorient. C'est-à-dire qu'on a des phases où on est plutôt bien, et on a des phases où on a des trous énormes, quoi. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris dans ce match, c'est. Alors, l'entame de match, elle est superbe. C'est-à-dire, on a 10-15 minutes. Moi, je dirais pas 20, je sais pas si c'est. Enfin, bref. On va dire jusqu'à 20, sur le long large. Mais où vraiment, ça joue bien, ça joue vite.
et avec un petit manque de décision devant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens, ils osent pas tirer ou ils osent pas faire le dernier geste et on a du mal même si on ultra domine cette équipe, on a du mal à être dangereux. Ensuite, Montpellier joue simple, hein, fait un jeu de transition en 3 passes, ils sont au but et ils sont 4 fois dangereux, je crois, dont le but. Et puis l'AVC qui a fait les caseries devant le but. Hein, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y en a un dans la tribune qui a dit qu'il a fait une bamba. Je trouve ça dégueulasse. Ça, c'est pas joli. Ça, c'est pas joli. Ouais, Et donc, c'est pas généreux. C'est pas généreux. non, c'est pas charitable. Et Ça. donc, du coup, on part sur une deuxième mi-temps avec 3 changements. Donc, ça, c'était la grande surprise. Et avec une équipe beaucoup plus équilibrée. Si on y revient un peu après, en première mi-temps, le déséquilibre dans l'équipe, j'ai rarement vu ça, quoi. On avait quand même un déséquilibre énorme. On avait 2 d'un côté et 8 de l'autre. C'était fou d'avoir une équipe aussi déséquilibrée. Et je pense que Montpellier n'était pas assez fou pour pas le voir, quand ils l'ont vu. Et voilà. Donc, j'ai trouvé que dans ce match-là, il y a vraiment eu on a retrouvé les ingrédients de Lorient. Lorient, c'était un peu différent parce que là, on menait, on a eu un creux et on a réussi à revenir miraculeusement grâce à Edon. Là, c'était pas tout à fait le même scénario, mais on a quand même eu, pareil, des trous énormes et on a réussi à s'en remettre avec une deuxième mi-temps de meilleure facture. Ouais. Alors c'est vrai que le déséquilibre sur cette première mi-temps, il était flagrant. Hein. À droite, on n'avait personne. Weah était tout seul. Il pouvait pas finalement trop s'avancer parce qu'il y avait personne en soutien. Et Angel Gomez, qui normalement dans la tactique, si j'ai bien compris, devait plutôt occuper le flanc droit, ou c'était Cabella, je ne sais pas lequel des deux. Les deux finalement se marchaient dessus au centre. Et le pauvre Weah était tout seul. Et ça veut dire que le côté droit était absolument inoffensif. Et heureusement, effectivement, le changement a permis de remédier à cette situation. Alors, tu partages cette analyse, Julien? Tu étais aussi au stade, je pense. Hein. Ouais, j'étais au stade. Comment je l'ai vécu? D'abord, il faisait beau et c'est sympa parce que stade toit ouvert, joli soleil, donc déjà dimanche bucolique, sympathique. L'ambiance a été sympa, pas folle, mais sympathique, bon enfant. Plutôt toujours familial quand c'est dimanche 13h, hein, c'est quand même un horaire de merde, mais au moins tu trouves pas mal de familles, donc ça c'est sympa. Et j'aurais insisté sur un truc, c'est que la fouille a été très rapide, et ça fait très longtemps que les fouilles avaient été très rapides, et qu'est-ce que c'est agréable de ne pas passer pour un terroriste, alors qu'on sait éperdument qu'il n'y a absolument personne dans la tribune en face, ils étaient 10, et que c'est un match avec 0 risque, et d'autant plus, comme je viens de le dire, que c'est dimanche 13h et que c'est ultra familial. Donc ça c'est bien, je ne sais pas s'il y a eu des consignes, mais c'était agréable. Le quart d'heure, c'est plutôt 20 minutes parce qu'il y a quand même une tête magnifique de Fonté avec un arrêt incroyable de Lecomte et ça, c'est à la 18e. Weah, il sort un faux match, mais sa frappe à la 13e, elle passe à ça du poteau. Et très sincèrement, sur les derniers matchs, c'est une des plus belles frappes qu'il ait mises. J'ai vraiment espéré que ça le ferait. C'est pas Bamba et puis, comment? C'est pas Bamba de la tête? Non, la tête, c'est Fonté et la frappe, c'est Weah. T'es sûr de ça? Ouais. Il y a une tête de Bamba aussi, ouais. Pour moi, c'est la tête de Bamba. Le gros arrêt de Lecomte, pour moi, c'est sur une tête de Fonté. Non? Pour moi, c'est Bamba. On a des spécialistes pour trancher ce litige sur les commentaires de la page Facebook. N'hésitez pas à nous confirmer qui a fait la tête du gros arrêt de Lecomte. Bamba, Fonte. Ils se ressemblent vachement. Ils se ressemblent, c'est ça qui est compliqué. Moi, j'ai du mal à les distinguer. Oui. Jean Crinon sort de ce corps. Jean Crinon ou Christian Christian Palka. Christian Palka. Donc voilà, et donc derrière, on a une demi-heure de creux. C'est ce que disait Georges tout à l'heure, c'est le grand 8 émotionnel, quoi. Tu vis un premier quart d'heure extrêmement enthousiasmant et une demi-heure derrière, mais qui est on peut quasiment dire consternant parce que très sincèrement, hormis Cabella, il y a qui sur le terrain? C'est le seul à se bouger, à tenter. Alors si, toujours Benjamin André est toujours en sentinelle, mais en gros, et ça fait quelques matchs, t'enlèves André et Cabella, tu te dis mais qu'est-ce qui nous reste sur le terrain, quoi? C'était pathétique cette demi-heure. Et puis là, la magie opère à la mi-temps. On a un coach qui fait du coaching et un coaching gagnant, donc c'était très très cool. Et avec des joueurs, puisqu'on ne va pas tout de suite parler des entrants, avec des joueurs transformés. Angel Gomez, autant il ne fait pas une grande première mi-temps, autant en deuxième, entre sa frappe sur le poteau qui est magnifique, je la voyais au fond,
Et ce qu'il apporte sur le but, là, où c'est lui qui amène le ballon, c'est lui qui passe au-dessus du ballon, ce qui perturbe complètement les défenseurs, et il y a but derrière. Juste pour ces deux actions-là, le mec, c'est incroyable, quoi. Ben, je crois que c'est lié au positionnement, hein, le fait que certainement. Avec la rentrée d'Edon qui s'est mis à droite, hein, on a Cabella qui est parti sur la gauche, et finalement Gomez était seul à la manœuvre au milieu de terrain, et ça a permis finalement de trouver sa position et de faire une deuxième mi-temps qui était plus intéressante. Donc je pense vraiment que c'est une question en effet de coaching et d'organisation, parce que Gudmundsson, Bamba, Weah, c'est pas des mauvais joueurs, c'est pas des mecs qui en veulent pas, au contraire, c'est des mecs qui donnent énormément. Là, pour le coup, les trois, c'est pas des mecs qui se cachent. Donc, je pense que c'était vraiment une question d'organisation parce que la deuxième mi-temps, on voit de la vitesse, on voit de la justesse de passe, on voit de la qualité technique, beaucoup de mouvements qu'on n'avait pas du tout sur cette fameuse demi-heure là en première mi-temps qui était catastrophique. Donc, je pense vraiment, on va en parler, comme ça fera la transition. Je pense vraiment que c'est Fonseca qui la gagne cette deuxième mi-temps. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, Julien, pour toi. Enfin, une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu as gagné un bon pour une visite à la clinique ophtalmique de Somain, qui t'est décerné par Trifred, qui parle d'une tête de Bamba. Thierry qui nous dit c'est Bamba la tête. Pierre-Ambroise, Julien ne soutient plus Bamba. Fabien, Bamba. Patrice, Bamba la tête, c'est certain. Voilà, donc tu as plutôt l'unanimité contre toi. Alors, si je dis pas de bêtises, quand on regarde un match au stade, on voit pas tout bien. Alors, pas au point de confondre Fonte et Bamba. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je regarde le résumé sur l'appli Free Ligue 1. Ils font des résumés de 3 minutes. Et je vais vérifier, mais si je dis pas de bêtises, donc c'est tout petit, je regarde sur mon téléphone, et si je dis pas de bêtises, le mec parle d'une tête de Fonte. Je pense que c'est pour ça que je dis Fonte. Voilà, je vais mettre tout le monde d'accord, il y a peut-être une tête de Fonte, une tête de Bamba. C'est devant nous. Hein. C'est devant nous en tribune, donc c'est pour ça que j'étais assez étonné. Beaucoup de commentaires sur le match aussi. Il y a Trifred qui nous dit bonne première mi-temps de Bamba, qui est sorti en mi-temps. Pas surpris des choix de Fonseca, sauf pour Bamba. Mais je veux bien la réaction de Pierre-Ambroise sur la bonne première mi-temps de Bamba. Oui, je n'ai pas lu ça, mais... mais on l'attend avec impatience. Pardon, autant pour moi. Fabien, première mi-temps frustrante. J'ai aimé la révolte lilloise en deuxième et la hargne de certains joueurs. Gros coup de cœur pour Fabien, pour l'œil au beurre noir de Cazerie. On n'avait pas vu l'action, mais je pense qu'il y a unanimité ici au bistrot d'Aelos. Ça lui va tellement bien l'œil au beurre noir à Cazerie. Très bien, très bien. Alors, Damien qui nous dit à Saint-Gilles comme à Anderlecht, une dizaine de matchs pour moi cette année, 0 fouille. Donc, je ne sais pas si c'est un regret ou une constatation. C'est pas parce qu'en Belgique, il y a quand même des rats morts qui passent sur les tribunes. C'est vrai. S'il y avait des fouilles en Belgique, ils trouveraient peut-être les rats morts dans les poches, ce serait peut-être une bonne idée. Mais bon, on va pas être négatif. Ensuite, David était trop seul dans la surface contre une défense regroupée pour Capenoul. Lis ce que vient d'écrire Stéphane, s'il te plaît. Stéphane, Bamba et Fonte sont côte à côte. Le commentateur dit Fonte, mais il lâche Bamba. Voilà pourquoi j'ai dit Fonte. Et ça n'enlève pas finalement au cadeau qu'on va t'offrir, ce rendez-vous au centre ophtalmique. Je suis déjà à -6, je vois rien. Autant pour l'audition, il n'y a pas de souci, tout va bien, c'est 100%. Autant pour la vue, il y a quand même quelque chose à dire. Je ne sais pas si c'est un œil ou deux œils, mais il faudra qu'on va y vérifier tout ça. Mon cher Julien. J'avais pas fini, parce que comme ta question initiale, c'est comment vous l'avez vécu, je voulais juste vous dire que j'ai pas souvenir, dans un passé récent, d'avoir autant sauté dans les bras de mes voisins, d'avoir vu autant de plaisir sur ce deuxième but, et le soulagement à la fin du match. Vraiment. Moi, c'est un match qui m'a fait beaucoup de bien. J'avais un sourire jusqu'aux oreilles. Donc, comme c'est ta question initiale, comment vous l'avez vécu, voilà comment je l'ai vécu. Et beaucoup de mes voisins, c'était ça. Il y avait vraiment des grands sourires dans les tribunes après ce match. Et franchement, ça fait plaisir parce que les qualités qu'on attend de ce groupe, qui sont pas, je pense que tout le monde l'a compris maintenant, c'est pas la possession, mais c'est le fait de se bagarrer, c'est le fait d'aller au bout. On a vu ces qualités-là et c'était hyper plaisant. Moi, j'étais vachement fier des mecs et j'ai vraiment aimé ça, quoi. J'ai passé une très bonne après-midi. Voilà. C'est vrai qu'on était heureux aux tribunes. Jean-Mi qui rajoute, c'est peut-être le coup de sang de Fonseca à la mi-temps qui a remis l'équipe dans le sens de la marche. On reviendra tout à l'heure sur le coaching de Fonseca qui est le fait majeur
de cette rencontre. Je vous propose maintenant de passer à vos tops et vos flops. Quels sont vos tops? Quels sont vos flops? Y a-t-il un joueur à Montpellier que vous souhaiteriez mettre en avant? Alors, je vous propose de commencer. Je vois Georges qui est dubitatif, mais qui a déjà certainement préparé sa liste. Quels sont tes tops, tes flops? Et est-ce qu'il y a un joueur à Montpellier que tu voudrais mettre en avant? Montpellier, non. Bah, après, le flop, c'est clairement un flop collectif, quoi. La dernière demi-heure de la première mi-temps, parce que je m'étais dit, à un moment ou à un autre, ils pouvaient quasiment tous passer en flop, quoi, tellement ça a été creux collectivement. Donc, flop total à toute l'équipe, hormis, comme a dit Julien, en effet, Cabella et André qui essayent un petit peu de sortir du traquenard. Et les tops, facile de répéter la deuxième mi-temps, mais je crois qu'il y a 2 entrants que j'ai vraiment placés, même si les trois pouvaient très bien se trouver, parce que même Diakité fait une excellente rentrée, mais j'ai envie de mettre Ismaili, dont j'avais oublié à quel point les centres pouvaient avoir l'effet pour l'équipe adverse d'une vraie lame de rasoir, quoi. Il est terrible, et puis il sait se positionner, il a le bagage technique, il a tout ce qu'il faut pour centrer idéalement. C'est vraiment un joueur. C'est quand il revient comme ça qu'on réalise à quel point il a pu nous manquer. Edon, je pense que depuis quelques matchs, il est transfert. Certes, il n'a toujours qu'un seul pied, mais putain, qu'est-ce qu'il sait s'en servir. Et puis, tiens, c'était sympa de voir à droite. Il a vraiment fait souffrir l'équipe, et je pense qu'il y a eu vraiment un effet papillon entre lui, parce que Ismaili s'est trouvé un petit peu plus libéré, parce que justement, lui avait tendance à saturer la présence montpelliéraine de son côté, tant il cassait de ligne et gagnait de duel. Et le dernier, j'ai envie de mettre quand même sur la constance, puisqu'on en parlé, c'est le seul qui a surnagé en première mi-temps, donc qui était dans ce monde aussi. On va mettre Cabella, quoi. Voilà. Et à Montpellier, est-ce qu'il y a un joueur que tu voudrais mettre en avant ou pas? Non, je pense que finalement, ils n'ont joué que sur ces 20-25 minutes. Je les ai trouvés très bons collectivement, mais je n'ai pas vu une émergence de joueurs particulièrement. Peut-être les 2 latéraux qui, à ce moment-là, ont su interagir. Et donc, j'ai oublié, non, mais je crois qu'il y a Sako d'un côté, l'autre. Sako et Silla. Et Silla. Et Sako et Silla. Donc, peut-être les 2 presque latéraux. une histoire de la Bible, Sako et Silla. Ouais, alors, Sako, mais c'est pas l'ancien Parisien, c'est un autre. Mais donc, peut-être ces 2-là, parce que je trouve que c'est eux qui nous ont le plus emmerdés, finalement, dans la période où on était en creux, quoi. Alors, on a déjà des réactions. Vous pouvez nous faire part de vos tops et vos flops sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot des LOSC. On a Fabien qui nous met en top Mister Dynamite Ismaili, Cabella et Fonseca. Thierry qui nous met top aussi. Enfin, 5 changements de Fonseca. On y reviendra tout à l'heure aussi. Thierry, top Ismaili, Cabella. Flop André Gomez. Capenoul, top Lecomte. Donc le gardien Benjamin Lecomte, le gardien de Montpellier. Et Patrice qui nous dit en top le coaching, la réaction et le changement d'attitude en seconde mi-temps. En flop, l'équilibre de l'équipe en première mi-temps, on l'a déjà évoqué. Et le chaud et le froid quand le capot râle, on y reviendra tout de suite après sur cet incident d'après-match. Et enfin, Casery, il me saoule, mais on s'en fout. Voilà. Donc, n'hésitez pas à rajouter vos commentaires. On est preneur. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops? Au niveau des flops, moi, je ne mettrais personne non plus pour une raison, enfin personne. Je mettrais peut-être Fonseca et les anciens, je dirais, en première mi-temps, parce que c'est pas normal qu'à ce niveau, en Ligue 1, on puisse jouer à une mi-temps avec 2 personnes sur la droite et on va dire 5 sur la gauche, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Je crois que j'ai jamais vu un déséquilibre pareil. Et j'ai vu le pauvre Timothy Weah qui a dû faire les allers-retours sur 100 mètres en première mi-temps pour défendre, attaquer. Et ensuite, on lui demandait d'accélérer quand il était devant, mais je pense qu'il pouvait simplement pas, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Donc, ce déséquilibre, il est énorme. Et là, j'en mets un flop aux anciens de l'équipe parce que pour moi, André ou André Gomez, ils sont là aussi pour équilibrer l'équipe. Pour replacer les joueurs, tout à fait. Et voilà. C'est à eux de dire qui va jouer à droite, quoi. Il n'y a personne qui joue à droite, ben, ils en mettent un à droite. Et puis, le gars, il va y aller s'ils ont l'autorité pour le dire, quoi. Et là, je pense que c'est vraiment dommage parce que
bah, ça gâche un peu la mi-temps. Et puis, moi, j'en veux vraiment pas aux sortants, aux 3 sortants. Je trouve que c'est 3 bons joueurs. Gudmundsson, Wea et Bamba, c'est 3 bons joueurs qui n'étaient pas dans de bonnes conditions pour jouer. Alors, des fois, en coaching, il faut faire cet effet-là et c'est bien de l'avoir fait. Mais il ne faut vraiment pas en vouloir à ces 3 joueurs-là parce que pour moi, je pense que c'est la tactique qui était merdique. Et donc, en deuxième mi-temps, avec la tactique beaucoup plus équilibrée, c'était beaucoup mieux. Et c'est vrai que tout à l'heure, c'est Julien qui en parlait. Angel, il fait une superbe deuxième mi-temps. Cabella, il a été bon tout le match. Après, les 3 entrants font un bon match. Mais voilà, ils font un bon match parce qu'ils sont dans une équipe équilibrée et qui jouent un football sur tout le terrain, quoi. Pas un football sur le moitié de terrain. C'était quand même assez affligeant de voir ce football sur une moitié de terrain pendant quasiment une mi-temps, quoi. Enfin, j'exagère, mais 30 minutes. Donc ça, c'était vraiment affligeant. Donc du coup, très heureux du coaching. Un top à Cabella, comme je disais, Angel Gomez, principalement. Après le reste de l'équipe en deuxième mi-temps était très bon. Et surtout les sortants, ben, je ne vais pas mettre de flop parce que je trouve qu'ils n'ont vraiment pas été mis dans une situation évidente. Du côté de Montpellier, le gardien, ouais, il est très très bon. Et franchement, Mais bon, on l'avait déjà dit voilà. à plusieurs reprises la semaine dernière que le compte était bon. Elle est facile, mais c'est pas pour ça que je disais ça, c'est que non, franchement, c'est un très bon gardien. Sur les 2 buts, il peut pas faire vraiment grand-chose. Et puis après, sur le reste, comment il s'appelle, Kazri. Je pense que lui, il est temps qu'il arrête sa carrière, quoi. Il nous a vraiment fait chier pendant des années. Il nous a encore fait chier à ce match-là. S'il peut arrêter sa carrière et se mettre à son vrai sport collectif, qui est quand même le cirque, hein, donc il puisse s'y mettre à temps plein, parce que bon, c'est pénible, mec, comme ça. C'est vraiment C'est pénible. juste un problème avec les bossus, t'aimes pas le handicap, c'est ça ton problème. C'est moche. Ouais. C'est J'aime bien vilain. les beaucoup, mais pas lui. Bon, tu veux rajouter quelque chose, non? Un autre joueur à Non, 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 c'est souligner? bon. Alors, on va C'est aller bon. voir Julien, on va lui demander son avis. Est-ce qu'il a Je des... prends cette passe d'ess parce que pour moi, l'homme du match, c'est Kazri. Voilà, ça passe en retrait. Revoyez le but de Montpellier, c'est un bijou sur le premier but. Oui, c'est Et parfait. s'il ne rate pas ce but, hein, parce que pardon, à la 29e, c'est but. C'est incroyable ce qu'il fait. Comment il peut frapper à côté, dans l'herbe, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais Oui, il fait t'as tout pas sauf coupé, taper là. dans le ballon. À 2-0, même en faisant tes changements à la mi-temps, c'est plus le même match, quoi. Donc pour moi, l'homme du match, c'est Kazri. En top, je ne vais pas être original, hein, Cabella, pour ce match et ces matchs depuis 3-4 matchs, attitude, technique, il a enlevé, il nous fait plus une passe aveugle, hein. C'est fini le truc là, comme ça, là. C'est terminé. Donc il a épuré son jeu pour plus d'efficacité. J'aime de plus en plus ce garçon, c'est très inquiétant. Alors vraiment, j'étais très sceptique quand il est arrivé. Je vous l'ai dit, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps d'Angel Gomez. Et juste parce qu'on ne l'a pas cité, j'ai trouvé Fonté pas si dégueulasse que sur les matchs précédents. Donc je voulais le dire. Et j'ai surtout vu beaucoup d'anticipation de grande classe où j'ai retrouvé son métier parce que lent, il a toujours été. Même avec 2 ans de moins, il l'était déjà, plus lent que la moyenne. Et j'ai retrouvé ce truc-là où je l'ai vu à des moments être super bien placé et intervenir avec beaucoup de justesse grâce à son expérience. Donc ça m'a fait plaisir de me dire, ah, peut-être qu'il va finir la saison de manière pas si dégueulasse que ça et que c'est en train de revenir. Bon, après, évidemment, Ismaili, hein, c'est dur de ne pas le mettre en top, tellement il a apporté sur cette deuxième mi-temps. Et puis, en top, Fonseca, on va revenir dessus, mais Fonseca, autant j'ai daubé sur lui, et pour moi, la défaite à Angers, elle est pour lui, autant là, la victoire, elle est pour lui. En flop, naturellement, parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils ne jouent pas bien, Wea, Gud et Bamba, mais en vrai, je suis complètement aligné avec Christophe, et on l'a dit juste avant, c'est que l'organisation n'était pas du tout favorable à ces pauvres garçons, quoi. C'est parce que, je l'ai dit, hein, c'est pas des mauvais joueurs, c'est pas des mecs qui en veulent pas, c'est pas des mecs qui donnent tout. Et d'ailleurs, sortir Wea, c'est pas idiot, parce que je pense qu'après seulement 45 minutes, il est cramé. Voilà. Tout seul. Bon, toujours des réactions, hein, sur les réseaux sociaux. Donc, Prifred, top, le coaching et Cabella. Eleor qui nous dit flop, Julien qui a l'air fatigué. Top, Fonseca qui a su réagir pour la deuxième mi-temps. Fabien qui revient en flop, la pseudo leçon de morale des darons virageste. Jean-Michel Cazerie en couple avec la casette, ça ne nous regarde pas.
C'est drôle. C'est drôle. C'est vrai. Mais ça ne nous regarde pas quand même. Ça ne nous regarde pas. C'est très con, mais c'est drôle. Bon, Trifred, arrêtez de me couper comme ça dans mon Oui, élan. Trifred, il avait dit 2-1. J'ai réécouté les pronos. Ouais. Tout à fait. Mon Exact. pronostic de la semaine Bravo, dernière Trifred. avec les bons buteurs. Donc, bravo Trifred. On verra si cette semaine tu es aussi bon augure, entre guillemets, pour le match prochain. David qui nous dit top Cabella et flop André Gomez. Alors, salut David, hein, le plus niçois des supporters de la tribune Nord. Donc, on a Sébastien qui nous dit totalement d'accord pour la prestation de Captain Font, donc belle prestation. Donc voilà, des avis des internautes qui vont dans le sens des avis du pilier. Ce qui est rassurant, ça veut dire que nous avons vu le même match. Alors, justement, après ces top et flop, on va revenir sur le fait du match. Hein. Donc, c'est les changements de Fonseca. Alors, on a été peut-être sévère avec lui la semaine dernière. En tout cas, on a été, je pense, réaliste, hein, parce qu'on pouvait s'étonner de l'inertie, de l'immobilisme finalement du coaching par rapport à la leçon finalement qu'il a prise de l'entraîneur d'Angers, qui a fait 5 changements et dont 2 changements qui amènent directement le but angevin, alors que nous, on n'avait que 2 changements. Je rappelle, Mohamed Bayo et Virginius qui sont rentrés en remplacement d'André et de Bamba déjà, et qui avaient plutôt contribué à déséquilibrer encore davantage l'équipe. Et là, on a un Fonseca qui est complètement transfiguré, qui fait 5 changements, dont 3 à la mi-temps. Il rebat ses cartes. Alors, j'ai 2 questions pour les piliers du bistrot. C'est première question, est-ce que Paulo Fonseca regarde le bistrot d'Alain LOSC? Et deuxième question, c'est qu'avez-vous pensé de son coaching? Est-ce que c'est vraiment le fait marquant du match? Et est-ce que maintenant on a un Fonseca qui nous produit du beau jeu, qui arrive à être réactif en match? Est-ce que c'est pas la meilleure façon de pouvoir espérer des résultats favorables pour cette fin de saison? Une très longue question à laquelle j'ai oublié la question. Alors justement, tu vas y répondre. Julien, on t'écoute. Alors juste, je suis très inquiet parce que je viens de lire le commentaire de Patrice et c'est exactement par là que j'allais commencer. Pas par un mea culpa, je retire pas ce que j'ai dit, sauf un élément sur le match d'Angers et un élément qu'on a dit globalement, on ne comprenait pas pourquoi Baleba ne rentrait pas. Et donc, je voulais avoir une pensée pour Carlos, parce que perdre sa maman, c'est dur. Perdre sa maman à 19 ans, quand tu es à l'étranger et que tu n'es pas à ses côtés au moment où elle part, ça doit être encore plus dur. Et si, on peut l'imaginer, peut-être elle avait une maladie et qu'il n'ait pas pu passer ses derniers jours, semaines avec elle, il était peut-être juste extrêmement perturbé. Ouais. Et donc, toutes nos supputations sur il déconne, pourquoi il ne fait pas jouer, machin, etc., on aurait peut-être l'explication, et je pense que là, on doit faire amende honorable et dire que si c'est ça l'explication, on n'a pas été très juste. Ouais, bon, toujours est-il que sur ce match-là… On s'associe en tout cas à ta remarque complètement. C'était une surprise sur le moment, à l'instant T. Effectivement, on a peut-être eu l'explication. En tout cas, on lui apporte… Que c'est dur. Oui. 19 ans, ta maman elle est au Cameroun. Tu ne peux pas être avec elle. Oh là là, mais quel enfer, quel enfer. En tout cas, pour tout le monde, hein, mais là… On lui apporte tout notre soutien et on espère qu'il reviendra rapidement dans des conditions qui lui permettront de reprendre la brillante carrière qui se présente à lui. Et d'ailleurs, comme par hasard, je reviens sur la mentalité de Cabella, parce que c'est lui qui porte le maillot de Baleba en fin de match et qui le montre et qui machin. Il est vraiment très, très moteur, je trouve, dans l'état d'esprit de ce groupe. Et c'est ce qui fait que je le redis, j'aime beaucoup ce garçon. Oui, c'est la victoire de Fonseca. Enfin, c'est 3 changements, changement d'organisation, l'entrée d'Ismaili. Dans la Voix des Sports, il explique de manière un peu particulière. Il ne veut pas frapper sur les joueurs qui sortent. Donc, évidemment, il explique plutôt que ça aurait été beaucoup plus naturel que Diakité et Ismaili commencent, et à la limite même Zegrova, mais que les 3 étant courts et en reprise, ils n'avaient qu'une mi-temps dans les jambes. Il nous fait presque croire que c'était prévu que les mecs jouent une demi-heure et qu'ils en mettent 3 autres. Moi, j'ai un peu de mal avec l'explication. Je pense plutôt que cette deuxième demi-heure a été tellement catastrophique. Enfin, cette deuxième demi-heure, les 30 dernières minutes de la première mi-temps étaient tellement mauvaises qu'il a simplement réagi, a revu son organisation et en effet, en faisant jouer des joueurs à leur vrai poste
Et là, pour le coup, je renouvelle ma critique. Quand il change son organisation en faisant jouer des joueurs pas à leur poste, ça ne fonctionne pas. Là, Ismaili, il est à son poste. Diakité, il est à son poste. Et Eden, il est à un poste où c'est un super percuteur et un super perforateur. Ça fonctionne, ça marche. Donc, moi, j'apporte quand même un bémol vas-y. parce qu'en première mi-temps, ce n'était pas un problème de joueurs qui ne jouaient pas à leur poste, c'était un problème de trou dans l'effectif. On n'avait personne à droite, on n'avait qu'un seul joueur C'est vrai. et C'est EA fort. avait été complètement inutile. Et malgré ça, il a réussi à jouer un commentaire sur les réseaux qui nous dit que EA n'apporte pas grand-chose offensivement à part centrer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il peut nous apporter beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout faire, défendre et attaquer, surtout s'il est seul sur le côté droit. C'est mission impossible. Ouais. Mais il avait 2000 mètres carrés pour lui, quoi. En tout cas, voilà, on est revenu avec un système de jeu, en tout cas une organisation qui était plus cohérente, où chacun était beaucoup plus à sa place. Et ça a payé, quoi, parce qu'on fait vraiment une très belle deuxième mi-temps. Si les mecs ne se blessent pas et que ça ressemble à l'équipe qui va jouer sur les dernières rencontres, moi, je n'ai pas peur de dire que je suis plutôt serein pour la 5e et peut-être la 4e s'il y a un faux pas devant nous, quoi. Voilà. Alors, je suis un peu loin, pardon. C'est mon côté enthousiaste. C'est côté culture de l'instant, l'enthousiasme de l'instant. Ça importe. Bah ouais, mais bon, on l'attendait depuis tellement longtemps en même temps. Donc, et à un moment, quand ça arrive, tu te dis, ça y est, c'est parti. Alors, Georges, tu n'étais pas là la semaine dernière, donc tu n'avais pas pu participer à notre chasse au Fonseca, à notre colère très ponctuelle sur les événements d'Angers. Comment tu as vécu ce revirement de l'entraîneur et finalement ces changements très, très tôt qui ont transfiguré finalement le sort du match? Alors, pour te répondre quand même, je vais vite fait revenir sur Angers parce que, évidemment, le coaching n'est pas bon, mais raccorder une mini-circonstance atténuante, le coaching est souvent compliqué quand tu n'as pas de profondeur de banc. Alors certes, il y a eu un choix qui m'a échappé quand il sort André pour Bayo, mais après, devant, il te manque tout le monde, donc tu fais rentrer Virginius pour Bamba, c'est-à-dire que tu fais sortir un Borogne pour faire rentrer un aveugle. C'est compliqué de coacher à ce niveau-là. Là, c'est beaucoup plus facile quand tu as les trois qui sont rentrés sur le banc. Mais voilà, donc ça atténue peut-être le danger, ça relativise aussi son coaching là, mais sincèrement, il y a eu pour le coup un vrai électrochoc. Et je rejoins Christophe, hein, c'est pas les trois qui sortent ne sont pas nécessairement. C'est pas pour rien que j'ai mis un bid, un flop global à toute l'équipe parce que il se trouve qu'il fallait en sortir trois. Ça a été ces trois-là par rapport à des postes clés aussi. Mais donc voilà, à partir de là, il y a eu un mieux. Sans doute par rapport à un repositionnement, mais aussi voilà, par rapport à des qualités individuelles qu'on attendait un petit peu plus. Je pense que Ouéa est surtout sorti parce qu'il devait être carbonisé par rapport à les débauches d'énergie qu'il a faites. Mais retrouver, c'est-à-dire un vrai piston comme l'est Ismaili, ça fait aussi un bien fou. Donc, autant je relativise Angers sur le fait que au niveau du coaching, c'était très compliqué avec un banc. Et puis, en effet, on a la réponse. C'est vrai qu'on s'interrogeait tous. Pourquoi Papa n'est pas? Pourquoi il n'est pas là? Et à la lumière de ce que dit Patrick, ce que dit Julien, c'est nettement plus évident, quoi. C'est-à-dire que sur ses attitudes au briscard sur le terrain, on oublie que c'est un gamin de 19 ans, quoi. On a tendance à l'oublier parce qu'il joue comme un taulier qui est dans la force de l'âge et, comme tu le dis, l'éloignement, la maman qui est… c'est un môme, il est plus jeune que mes fils, quoi. Donc, évidemment, c'est… Mais il n'est pas forcément jeune, tu es peut-être vieux. Hein. Non, moi… T'as plus beaucoup de cheveux quand même. Non, il est jeune. Ah, mais le peu que j'en ai, je suis assuré qu'ils ne sont pas encore blancs, donc ça va. Mais non, plus sérieusement, je trouve que voilà, là, il avait aussi les moyens du banc, parce que c'est là-dessus que tu joues, hein, tu peux être un bon coach que quand tu as un banc suffisamment fourni. Et surtout, comme je disais avant, je pense qu'il a su mettre les bons hommes aux bons endroits, quoi. Clairement, ça a été un choix aussi de positionnement purement tactique sur le terrain et voilà, donc ouais, très bon coaching. Et surtout, ce qu'on oublie, c'est ce petit détail de fin.
Oui, il a la très bonne idée de faire rentrer Yoro pour fermer la boutique. À un moment où on sait que des fois on pêchait faute d'emballement et le scénario de ce match aurait pu être, on l'a connu les mois précédentes, une équipe qui repart à l'assaut pour un 3-1 et puis bing, on se fait replanter en compte, quoi. Donc là, l'idée aussi de temporiser, d'amener Yoro là-dessus, je trouve que ça aussi, c'est presque un coaching aussi intéressant et riche en termes d'apport de 3 points que les 3 changements, quoi. Voilà, on ne sait pas, c'était Juste une contre chose, Montpellier, on ne sait pas s'il a voulu mettre le bus sous le camion poubelle devant les buts. Hein, Voilà. juste une chose, parce que Georges a dit à plusieurs reprises, quand tu n'as pas de banc, quand tu n'as pas de banc, Fonseca le répète quasiment Bien à chaque sûr. conférence de presse. Mais D'avant-match, surtout en avant-match. Donc, il y a une sorte de jeu là, avec les temps qui est un peu bizarre. Il le répète à chaque fois qu'il n'a pas assez de banc, qu'il n'a pas assez de banc. Tu sais très bien, quand un entraîneur dit ça, il attaque son président. Et on n'entend pas les temps depuis plusieurs semaines, mois. C'est moi qui ne suis pas attentif ou on ne l'entend plus? Donc, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un truc bizarre qui se trame avec ces critiques, avec les temps qu'on ne voit pas beaucoup. J'ai aucune info, hein. Mais par rapport à son omniprésence depuis son arrivée, cette omni-absence me surprend beaucoup. C'est pas faux. Alors, J'ai ma petite- Merci Christophe. J'ai quand même la petite idée là-dessus. Je peux rajouter, j'ai qu'il y a pas assez de banc dans les temps, c'est qu'il faut remettre du poisson. Oh, oh, celle-là. alors, est-ce que tu vas savoir enchaîner, Christophe? Oui, Est-ce que oui, tu bah, vas sans savoir problème. enchaîner? Avec les temps, qu'est-ce qu'on se marre, hein. Mais il ne faut pas enchaîner dans les temps, sinon je finis quoi à Marseille. Mais non, mais par rapport à Fonseca, je veux dire, s'il a fait un très bon coaching à la mi-temps, c'est parce qu'il s'est bien gouré en première. C'est-à-dire que, bon, c'était pas bon au à mi-temps. Quand tu changes 3 joueurs à la mi-temps, c'est que tu t'es trompé. Et le gros plus de ce match-là, c'est que Fonseca a accepté de dire je me suis trompé, j'ai changé. Et ça, c'est vraiment un gros plus parce que on le sent un peu têtu, le gaillard, hein, un peu ses principes de jeu. Il a perdu samedi ou il a perdu dimanche des points sur l'échelle de Bielsa. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on avait senti Chevalier un peu chafouin avec ça il y a quelques matchs en disant il y en a marre des passes à la con à l'arrière qui nous font prendre des buts. On sentait un peu une rébellion en disant ça va bien des principes, mais à un moment donné, le pragmatisme, c'est pas mal non plus, quoi. Donc, du coup, je trouve que la grande victoire, c'est le fait que Fonseca ait pu dire tiens, je me suis trompé, tant pis, je fais mes changements tout de suite. Ça, c'est plutôt positif et très positif. Ensuite, la façon dont l'équipe a répondu, c'est vraiment aussi très positif parce que ce que j'espère, c'est que ça laisse une dynamisme dans le groupe, que la prochaine fois que Wea, Gudmundsson et Bamba seront appelés à jouer, qu'ils ne sont pas oubliés que c'est des bons joueurs, qu'ils ont leur place dans cette équipe. Mais c'est vrai que la dynamique, elle a été bien meilleure et était vachement. Je veux dire, ce que disait Julien en disant on était vachement joyeux, ben oui, c'est vraiment ça. En plus, on a 2 buts vite fait. Après, on peut se dire c'est compliqué. Et puis, on gagne comme des sénateurs avec. Alors, une très belle entrée d'ailleurs alors Jonas Martin, bon, c'est un des plus gros salaires du club, donc il faut bien qu'il joue de temps en temps. Je sais pas pourquoi on l'a pris lui, mais bon. Il perd c'est quoi? C'est 4 premiers ballons? C'était incroyable. C'était. Je sais pas pourquoi on l'a pris. C'était Zapata, quoi. C'était fou. Ah bah, il a lancé un Montpellier dans le coup. On a dit, mais non, c'est pas le bon sens. Ah, excusez-moi, c'est le bon sens. C'est vrai que j'avais presque oublié la rentrée. Ouais, Yoro, il était très très bon, mais il nous fait un espèce de contrôle en extension sur le côté, là, c'était magnifique. Moi, tu fais ça, toi, François, tu t'en mets pas avant 6 semaines. Hein. Enfin, moi, je suis souple. D'abord, je ne sais même pas si j'arrive à le faire. Hein. Et même sans le faire, je crois que je reste bloqué pendant 6 semaines. Mais tu vois, Christophe, comme maintenant on sait que Fonseca nous écoute, je pense que quand il t'a entendu dire Fonseca s'est remis en cause, il doit penser et il te répondrait s'il était là. Je ne me suis pas remis en cause. En fait, pour une fois, j'avais les moyens de faire mes changements parce que j'avais de la profondeur de banc. Ouais, je sais pas. Mais je pense qu'il dirait ça. Hein. Petit aparté aussi, je pense, pas en cause. sur l'importance finalement de cette deuxième mi-temps qui nous rend tous euphoriques parce que on a vécu d'autres moments aussi. Je pense aussi qu'en retour d'Angers, moi j'avais une grosse appréhension après le match d'Angers, c'était celui de me dire est-ce que c'est pas le match brun qui va complètement couper les pattes à l'équipe et le risque de se retrouver avec une fin de saison en roue libre.
c'est-à-dire une équipe qui joue plus, qui va finir dans le ventre mou. C'est des scénarios qu'on a déjà vus, hein, il n'y a pas si longtemps, pas une dizaine d'années. Et la première mi-temps de Montpellier peut un peu conforter cette espèce de crainte qui fait que la réaction, elle est aussi par-delà le match lui-même, quelque chose d'extrêmement rassurant sur l'avenir. Parce que après une défaite à Angers, une défaite à la maison contre Montpellier, ça pouvait ensuite devenir une fin de saison très pesante, très triste et très ennuyeuse. Comme l'an passé. L'an passé, on a démarré plus tôt. Hein. En tout cas, ça pourrait être une des clés de cette fin de saison, parce que si nous, on a toujours quelque chose à jouer, il y aura de plus en plus d'équipes qui seront peut-être dans ce fameux ventre mou et qui auront sorti les tongs avant la 38e journée. Et ça pourra nous être profitable ou pas, parce que des fois, ça a l'effet inverse. Une équipe qui est complètement libérée, elle peut se mettre à jouer. Ça peut être une équipe qui est dangereuse. Regardez Angers en deuxième mi-temps. Alors, il est 21h27, on a fait le tour sportif de ce match. Il y avait un dernier point, un dernier fait marquant que je voulais évoquer avec vous et dont certains internautes ont déjà parlé sur les réseaux sociaux. Ils ne nous laissent pas le choix, on doit en parler, hein, c'est eux qui demandent. Oui, et puis je pense que c'est un fait marquant. Puis je crois qu'il faut l'évoquer en prenant position ou pas, mais c'est la réaction finalement de Donatien, le responsable des DVE en fin de match, alors qu'on s'apprêtait à une célébration en toute guillerette avec les joueurs sur un match finalement qui était difficile et qui s'est bien terminé. Il y a eu ce rappel à l'ordre, en fait, qui a été fait avec véhémence et qui revenait sur l'incident du match d'Angers, donc une défaite ressentie comme honteuse et pour laquelle aucun ou très peu de joueurs ne se sont déplacés pour aller saluer les 500 supporters lillois qui étaient présents en Angers, qui avaient fait les 1000 km aller-retour pour aller supporter les Dogs. Alors, Julien, tu étais présent à Angers. Ouais, j'en avais fait que 600, moi. J'en avais fait que 600. Bon, est-ce que tu peux nous confirmer ce qui s'est passé le jour du match? Alors oui, en tant qu'insider à Angers, je peux vous confirmer qu'on était 500. Je peux vous confirmer que le parquage était quasiment rempli. Et je peux vous confirmer qu'on a chanté de la première à la dernière minute et qu'on les a jamais lâchés. Donc je peux comprendre. Alors, je ne le vis pas comme ça. Moi, les joueurs qui viennent pas me saluer quand j'ai fait un déplacement, je fais pas les déplacements pour ça. Moi, je fais les déplacements pour mon club. Je me fais plus trop d'illusions sur l'amour du maillot des joueurs, donc c'est pas pour ça que je viens. Je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai passé un super moment. Angers est une ville magnifique, il faisait beau, on a pique-niqué dans un jardin entre Dock de Paris, c'était génial. Voilà, moi c'est pour ça, c'est pour vivre ces moments-là que je me déplace. S'il y a la victoire au bout, c'est mieux, mais je ne me déplace pas pour qu'un joueur me salue. Mais je peux comprendre que des gens qui en font plus que moi, parce que moi j'en fais 3-4 l'année, que des gens qui font tous les déplacements puissent se sentir, et d'autant qu'on a été très bons, je le répète vraiment, et je pense qu'à la télé, on a bien entendu que les supporters lillois n'ont pas arrêté une minute de chanter, parce qu'on a été très bons, je peux entendre que les mecs soient un peu frustrés. Donc, j'entends une colère de la part du public qui est de dire les gars, merde quoi. Vous êtes ratés, mais nous on est là. Donc venez nous le dire. Venez, voilà, applaudir parce que on vous a jamais lâché et même après le but on était encore là. Donc voilà, ça je le comprends. J'ai du mal à comprendre le timing. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi j'avais à la fin du match un sourire jusqu'aux oreilles. On s'est sauté dans les bras sur le deuxième et ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Et enfin, sincèrement, si je reste dans le stade et que j'assiste d'ailleurs à cette scène. C'est parce que moi, quand c'est comme ça, je reste jusqu'au bout, jusqu'à ce que les stadiers me vident, parce que je suis content d'être là. Et là, j'entends pas bien ce qui se dit, je vois cette scène, je comprends pas, je vois les joueurs arrêtés, c'est très bizarre. Et après, j'entends ce qui s'est dit, et ouais, c'est le ton qui allait pas. Moi, je comprends qu'on puisse tenir ce discours-là, mais à Luchin, pendant la semaine, après le match, mais pas à la télé, pas devant tout le monde, et puis pas avec un discours qui est infantilisant. Donc, encore une fois, moi, les raisons, pas les raisins, les raisons de la colère de Donatien, je les comprends. Le ton qu'il a utilisé, un peu moins. Hein. Ouais, donc le fond, oui, la forme, un peu moins. C'est ça. Alors, surtout que le sujet des saluts des joueurs aux supporters, c'est un sujet qui est déjà très ancien. Hein. Je me souviens, il y a quelques années,
lors de réunions de supporters, c'était Xavier Tuyau qui était à la tête du LOSC en tant que directeur général à l'époque. On avait déjà abordé ce sujet parce que là, les joueurs ne venaient jamais saluer les supporters à l'extérieur et les supporters s'en plaignaient. Et la réponse qu'on avait eue de Xavier Tuyau, c'est on ne peut pas les contraindre parce que rien contractuellement ne les oblige à aller saluer les supporters à l'extérieur. Là, ça montre son amour pour le club, pour le football et le oui, fait que ça a toujours été un homme d'une dimension humaine remarquable. Non, puis ça montre aussi que si c'est pas naturel, alors je sais pas ce que tu en penses, Georges, mais si les joueurs ne viennent pas naturellement saluer les joueurs à la fin du match, ça n'a pas beaucoup de sens. Je veux dire, tu en penses quoi, toi, Georges? Ben, on va peut-être devoir les payer comme à Paris, quoi. C'est, je sais pas. Moi, je sais en tout cas que je reprends l'exemple parisien parce que quand j'entendais les mecs me dire qu'ils étaient payés pour aller payer, enfin pour aller saluer les supporters. Non, en tant que supporter, c'est, je sais pas, c'est comme si une prostituée me disait je t'aime, quoi. C'est totalement d'accord. Donc, moi aussi, j'en reviens à cette idée que de toute façon, c'est de la spontanéité, c'est l'envie ou pas. Et en général, moi, chaque fois que je vais au stade, il y a assez rare, j'étais à Clermont, j'étais sur d'autres déplacements, ils sont venus. Donc, peut-être congé, il y avait une espèce d'aigreur, d'amertume. De toute façon, on les voyait pas, ils n'étaient pas au mieux. C'est un truc qu'ils ont peut-être oublié, c'est pas très grave. Mais comme disait Julien aussi, surtout, il y a le timing. Il y a eu un match qui est une fête formidable. Et puis, ben, en finale, on se dit, tiens, on va faire un petit moment d'euphorie derrière, comme d'habitude. Et là, pouf, tout s'arrête. En effet, le vieux discours paternaliste que j'ai trouvé particulièrement barbant. À la limite, un petit communiqué, en parler, je veux dire, mais d'une autre façon, autrement, et surtout, pas s'étendre 2 heures comme ça, mais plus globalement, enfin, je voudrais juste une petite aparté, certains choix des supporters me déroutent un petit peu en ce moment. C'est un peu, par exemple, comme le choix de demander à un groupe de supporters d'arrêter de s'appeler les Dogs de Rome en Verlan, un groupe 26-62. Je vois pas, au contraire, on me dit c'est fabuleux, les voisins se targuent d'avoir un grand club régional. Nous, on a des gens qui viennent de chez eux pour supporter le club et il faudrait surtout qu'ils masquent leur identité comme une espèce de maladie honteuse. Au contraire, moi, mon rêve, c'est de voir des dogs lensois, quoi. C'est voilà, c'est pas un gros mot, c'est prise de guerre, c'est que d'un coup, Les dogs qui toussent. voilà. Non, mais voilà, Et puis ça voudra dire qu'ils auront vu la lumière et qu'ils auront enfin compris où est la vérité. Mais voilà, mais enfin, je rebondis un petit peu là-dessus, je ne voudrais pas m'étendre, mais moi je me mets à leur place. Les mecs habitent quand même dans une région où ils doivent se faire vanner assez souvent, puisque je crois que Sébastien est du bassin minier, vraiment, c'est 62 niveau Boyer Rouge, quoi. Et je me dis, merde, mais s'il y a des potes qui le chantent tous les jours après un truc comme ça, ils disent, ah, mais tu vois, ils veulent même pas de vous dans ce stade, ils veulent même pas de vous. Ils veulent pas d'une partie de votre identité. C'est des trucs, moi, aujourd'hui, ça m'échappe complètement. L'un comme l'autre, je pense que c'est des cas ambiance. Alors, en effet, hein, qu'ils ne soient pas venus saluer contre Angers, c'est pas bien. Ça peut être signalé. Je pense que ça peut considérer une espèce d'aigreur, mais pas à ce moment-là. Et par un moment, on est appelé quand même. Je pense que l'ensemble du stade, à ce moment-là, a vraiment envie de faire la fête, quoi. Et pourtant, tu dis ça et Dieu sait si tu es du 59. Moi, je pense comme Georges et pourtant, je suis un 59 picousé. Avec moi, mon nom de famille, ça vient des Flandres. On est des Flandres du 59. Et pour autant, ouais, je trouve que c'est le pied de nez qui est génial, quoi. Ben voilà. Ces mecs qui sont dans le 62, ils viennent encourager le LOSC. Mais bien sûr. C'est top, c'est super. Et à ce moment-là, quoi, nous, on n'a pas le droit de s'appeler les Dogs de Paris parce qu'il y a Paris dedans. Au contraire, on en joue. Nous, sur nos écharpes, il y a marqué Lille, notre capitale. On joue de ça, justement. Ou alors on devient un club identitaire. Ça fera plaisir à certains. Hein, pardon, quand la section Tiger 59, ça va nous foutre des boules. Alors, avant de te laisser conclure, Christophe, quelques commentaires sur les réseaux sociaux qui vont un peu dans le même sens. Alors, on parlait des Dogs du 62. On a Sébastien qui nous écoute ce soir et qui réagit sur les commentaires. Sébastien qu'on avait reçu il y a quelques semaines, hein, qu'on salue. Et que j'ai croisé à Angers. Et que tu as croisé sur la route d'Angers. Donc, on le salue, puis on le réinvitera une prochaine semaine pour qu'il nous explique un peu ce qui s'est passé et finalement quel est l'avenir du groupe, comment ils vont se mettre finalement en place. Donc, à la suite au prochain épisode. On a donc
Jean-Michel qui nous dit ça n'était qu'une colère que ce n'était pas une colère de l'ensemble du public. Il manque un pas, donc je suppose qu'il est sous-entendu. Capenoul, ça fait longtemps que les joueurs n'en ont rien à faire des supporters. Et il fait référence notamment, je rappelle, en 2021, la saison du titre, les supporters lillois étaient restés jusqu'à 1h20 devant les grilles du stade d'Angers. Et notamment, il y avait les Dogs de l'Ouest qui étaient présents et les joueurs nous avaient royalement ignorés. D'ailleurs, cette saison 2021, c'était quand même un scandale parce que pendant toute la saison, ils ne sont jamais venus voir les supporters à l'extérieur. À domicile. Ouais, oui, même à domicile, vraiment, la saison 2020-2021, c'était vraiment affreux au niveau des relations entre les joueurs et les supporters. David, qui nous dit, je trouve normal de l'avoir dit, mais peut-être un peu moins fort. Et donc, en tout cas, on aurait pu aussi laisser un message pour Baléba et Capenoul qui complète en disant, mais il nous avait déjà raconté l'anecdote quand il était venu ici nous rejoindre. Oui. Le bus était passé devant nous sans un regard ni un geste du staff et nous n'étions pas 3. Tu radotes, Capenoul, tu radotes. Beaucoup plus nombreux. En tout cas, merci de nous rappeler cette anecdote qui permet de resituer finalement la colère des DVE de dimanche. Et ça pose plus globalement la question, en 2023, qu'est-ce qu'il faut attendre de joueurs quand tu es supporter picousé d'un club? Voilà. Et si je peux ajouter, en 2021, quand les supporters vont les voir à l'aéroport, le retour d'Angers, les joueurs ne s'arrêtent pas. Il faut que les supporters quasiment envahissent la route pour arrêter le bus, pour que le bus, les gens sortent quand même du bus pour dire hey, salut les gars. C'est quand même assez formidable aussi. Ça. Et c'était les plus belles images. C'est là où ils sont cons en plus. Parce qu'à un moment, le but aussi, c'est de faire du marketing. Pardon, alors puisque tout est business, le but, c'est de faire du market. Le but, c'est de voir des joueurs au milieu de la foule. Les images des joueurs à Nantes au milieu de la foule, ils vont les ressortir l'an prochain dans les campagnes d'abonnement parce que c'est extraordinaire. Il faut vraiment être con, quoi. Enfin, là, c'est du market, il faut être con. C'est ce qu'ils ont déjà fait, d'ailleurs, les Nantais l'année dernière. Ils ont ressorti des images cette année. Donc, en fait, ils refont ça tous les ans à l'occasion des demi-finales de la Coupe de France. Christophe, Lens est magnifiquement fait aussi, Lens en 2008. Enfin, les joueurs, c'était un peu plus sauvés au moment de la descente, le stade envahi. Voilà, c'est comme quoi c'est la roue tourne qui tourne. Voilà, donc Christophe, tu veux faire un parallèle peut-être avec le rugby pour conclure sur ce sujet? Ah oui, parce que toi, tu passes tes week-ends à Bollaert. Non, je ne suis même pas allé. J'ai mon fils qui joue au foot, je n'ai pas pu y aller. Et malheureusement, parce qu'il n'y a pas grand monde. Non, je voudrais justement, quand je pensais à ces moments-là, je me dis au rugby, il y a le speaker qui dit les enfants qui veulent venir prendre une photo avec les joueurs rentrent sur le terrain. Et les enfants vont sur le terrain, ils vont faire une photo avec les joueurs à la fin du match, quelle que soit leur équipe d'ailleurs, ils s'en foutent, ils se mélangent. Et ça, je trouve ça, on l'a encore. Alors, au rugby, je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, mais pour l'instant, on l'a encore, et pourvu que ça dure. Et quand je vois cette image-là et je vois les images des conneries à 2 balles qu'on peut avoir chez nous en football, je trouve ça vraiment un peu dommage. Et c'est vraiment des polémiques vraiment à 2 balles. Ça ne vole pas très haut. Quoi. Pour le rugby, ça marche aussi, je sais, pour les concerts de Jean-Luc Lahaye. Oui, tu vas couper l'herbe du pied, j'allais dire dans les églises. Donc, match nul sur le sujet. Voilà, donc on a fait le tour de ce match et de cette actualité autour du match Lille-Montpellier. Je vous propose de passer, il est 21h40 à la dernière partie de cette émission et de faire un point sur le prochain match, le prochain rendez-vous du LOSC, le match d'Auxerre. Avant cela, vous savez que chaque semaine, nous avons des cadeaux à vous offrir, à nos internautes. Donc cette semaine, on vous propose de vous offrir un voyage en Corse. Un voyage en Corse en profitant d'un vol Air Doc du Net qui va vous envoyer directement dans la tribune nord du stade Pierre-Mauroy pour assister au match Lille-Ajaccio. Donc, en fait, pour ça, il faut répondre à une question. On sait que vous êtes des pointures en matière de football, vous y connaissez parfaitement, donc on est obligé chaque semaine de monter finalement de plus en plus haut dans l'exigence et dans la difficulté de la question. Cette semaine, on vous a préparé une petite question
à laquelle j'espère que vous allez pouvoir répondre. On reprend les bonnes habitudes. Je vous propose de répondre dans les commentaires de la page Facebook du Bistrot derrière le LOSC. Le premier qui donne la réponse, il remporte la place pour l'île Ajaccio, le fameux voyage en Corse par Air Doc du Net. Alors, la question, elle est simple. Auxerre est un des 3 clubs de Ligue 1 qui présente une particularité patrimoniale particulière. Quelle est cette particularité patrimoniale et quels sont les 2 autres clubs qui possèdent la même caractéristique? Un indice, on a évoqué l'un d'entre eux il n'y a pas très longtemps dans cette émission. Allez-y. Donc, quelle est la particularité patrimoniale du club d'Auxerre et quels sont les 2 autres clubs de Ligue 1 qui sont également dans la même situation? Ah, vous êtes étonné, hein, parce que là, elle est vraiment, elle n'est pas si simple la question cette semaine. J'en ai 2 et j'en déduis la 3e, mais j'en ai 2. Mais bien sûr, moi j'en ai 2 aussi, mais comme toi, je n'ai pas le droit de le dire et je n'ai pas le droit de donner la réponse. Alors vous avez, par contre, vous les internautes, vous pouvez effectivement répondre à cette magnifique question. Donc le premier qui nous donne la bonne réponse, ou plutôt les bonnes réponses, il remporte la place pour le match Lille-Ajaccio. Et s'il n'est pas disponible, ce sera le 2e ou le 3e, etc., etc. Allez-y, déchaînez-vous. Match contre Auxerre, donc je vous rappelle le contexte, hein, la JA qui est 14e du classement avec 32 points, 3 points de plus que le 17e premier relégable. On a 29 buts pour, 52 buts contre, c'est-à-dire une différence, un goal average de moins 23, 8 victoires, 8 nuls, 15 défaites. Et Lille, donc, qui est 5e avec 55 points. 2 points d'avance sur Rennes, 5 pour Lyon, et 6 points de retard sur Monaco, et 8 sur Lens, 9 sur Marseille. Il reste 7 matchs, 21 points à conquérir. Que pensez-vous de ce match? Qu'attendez-vous de ce match? En sachant, je vais vous donner une information statistique particulière. Sur les 9 derniers matchs, il y a 4 victoires auxerroises, c'est-à-dire que la moitié de leurs victoires date des 2 ou 3 derniers mois. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt sur une bonne période. Alors, qu'attendez-vous de ce match contre les Auxerrois? Écoute, Christophe, je vais commencer par toi. Tu as l'air d'acquiescer. Non, mais j'aime bien l'entraîneur d'Auxerre. Son nom, j'oublie toujours, mais c'est Christophe quelque chose. Mais, Pélissier. Christophe Pélissier, qui était l'ancien entraîneur d'Amiens, qui a fait monter Amiens, et l'ancien entraîneur de Lorient, qui a fait monter Lorient également. Et avant, il y avait dans le sud la fameuse équipe qui est allée jusqu'en D2, qui n'a pas pu monter parce que la Fédé a refusé qu'il monte. Mais non, c'est. Bref, donc c'est vraiment un super entraîneur. Et, même si les pédiciers sont très mal vus en ce moment avec les manifestations. Ouais, c'est ça. Ah bah, l'être pédicier, c'est ça. Non, mais du coup. C'est une vocation d'être pédicier. Ouais. J'ai vu au club. J'ai vu un peu de Auxerre 3 là, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, je ne sais plus. Et c'était un match très étonnant parce que Auxerre essayait de jouer, mais ils avaient des grosses lacunes dans leur relance, mais c'était assez énorme. Alors, ils essayaient de relancer propre. Et 3, il y avait des actions avec des Troyens qui étaient 4 devant le but, avec 5 Auxerrois sur la ligne. Enfin, c'était un match qui ne ressemblait pas à grand-chose quand même en matière de Ligue 1. Mais bon, ça ne retient pas ce que je dis sur l'entraîneur, hein, c'est juste qu'ils essayaient de jouer, mais peut-être que les joueurs ne sont pas tout à fait au niveau. Et ils ont fini par gagner le match 1-0, assez bizarrement, parce que 3 a dominé tout le match. Ce qui me fait dire que cette équipe-là me paraît un peu vraiment faiblarde. Enfin, au niveau joueur, je pense qu'ils ont pas un niveau extraordinaire. Et je pense qu'ils essayent de jouer. Alors, s'ils essaient de jouer aussi contre nous, j'ai les plus grands espoirs parce que je pense que là, on aura des trous assez énormes. Parce que quand je vois déjà ce que 3 arrive à faire, sans gagner, d'accord, mais à ultra dominer cette équipe. Donc, je pense que par rapport à ce match, moi, je suis plutôt confiant. Je pense que les principes de jeu ils vont rester, même s'il est assez pragmatique aussi. Ici, hein, il a su faire ça, fermer le jeu quand il fallait pour se sauver plusieurs fois ou voilà pour sauver des points. Donc, mais voilà, dans ce match-là, je pense qu'on aura une équipe d'Auxerre qui va
qui va essayer de jouer un peu quand même, qui fera pas que du bus à l'arrière. Et donc, je suis assez confiant pour ce match-là. Alors, il y a déjà des réponses. Alors, je ne vais pas dire des bonnes réponses parce que les réponses ne sont pas complètes sur les commentaires de la page Facebook. Alors, le premier qui nous donne la première partie de la bonne réponse, donc c'est, que je ne dise pas de bêtises, c'est Thierry qui nous dit « Le stade leur appartient ». C'est vrai. Ça, on l'avait. C'est ça, c'est la caractéristique patrimoniale de ce club. Je vous avais donné un indice dans la question. Effectivement, c'est Auxerre. Il ne nous donne pas le nom des deux autres. Ah, si, il nous dit Lyon en deuxième propriétaire, comme d'ailleurs soutenu par Capenoul, qui répond la même chose. Pour l'instant, il a les deux tiers. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Il reste à trouver le troisième club qui est propriétaire en Ligue 1 de son stade. Alors, on a plusieurs propositions. On a Angers pour Thierry, c'est pas ça. On a Trifred qui nous dit comme proposition les féminines jouent dans le même stade, donc c'était pas ça. Est-ce qu'il est en France, le club? En France, en Ligue 1 en France. Est-ce que ça a un rapport avec un président? Alors, on nous propose également Lens. C'est pas une principauté. À Montpellier, c'est possible, non? Alors, il y a Capenoul qui nous dit Lens, mais qui donne la contre-réponse juste après. Ils ne sont pas propriétaires de leur stade, ils ont un bail amphithéotique. Donc, ce n'était pas Lens. Ouais. Des mecs locataires qui ne payent pas leur loyer, c'est Lens. C'est vrai. Jean-Michel qui nous dit il y a plus de place dans le stade que d'habitants. Ça pourrait être ça. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi le cas de la troisième club propriétaire de son stade. Donc, voilà, des indices. Alors, Stéphane nous donne 2 indices. Outre-Auxerre, 2 clubs plus au sud et dont un très, très au sud, vraiment. D'ailleurs, c'est un deuxième indice qui vient compléter celui que j'ai donné tout à l'heure. Est-ce que Capenoul ne l'aurait pas? Et Capenoul qui nous dit Auxerre, Lyon et Ajaccio, mais Capenoul qui ne sera pas là la semaine prochaine. Donc, vous savez ce qui vous reste à faire si vous voulez gagner la place. Il faut que vous réécriviez la bonne réponse et les 2 autres clubs qui sont propriétaires. Le premier qui m'écrit ça, donc le premier qui m'écrit propriétaire du stade Lyon et Ajaccio, il gagne une place pour Ajaccio. Ah, c'est beau. Je vous laisse faire le job. Pour anecdote, pour être allé à Ajaccio, dans leur stade, au niveau immobilier, c'est pas non plus, hormis que tu as vu sur la mer, le stade n'est pas... mais c'est certainement la plus jolie vue de France. J'y suis allé aussi, c'est incroyable. Tu as la magie du golf, mais le stade lui-même, j'ai un souvenir assez surréaliste, quoi, d'ailleurs. La magie du golf, ça parle à Françoise. Oui, la magie du golf, c'est une beauté. Alors, il y a Jean-Michel qui est le premier à nous donner les 3 parties de la réponse. Propriétaire Lyon-Ajaccio. Jean-Michel. C'est fort. Il n'a pas participé et c'est sur le fil qui est. Il est comme ça, il profite du travail des autres. C'est un capitaliste. Hein, ou c'est un Lensois. Je ne sais pas. Je préfère dire capitaliste parce qu'on le verra donc ce week-end, enfin le week-end prochain, pardon. Et ce serait dommage de se fâcher avec Jean-Michel tout de suite. Alors Jean-Michel, je sais que tu es abonné, mais si tu veux l'invitation pour quelqu'un, pour inviter un ami, n'hésite pas à aller. Elle t'est dédiée. Juste pour l'anecdote, parce que je viens de chambrer les Lensois et j'ai vu un truc drôle, je ne le dirai pas souvent, mais j'ai vu des Lensois posés avec un drapeau RSA Tours et ça m'a fait hurler de rire. J'ai trouvé quoi, ou CAF Tours. Et j'ai trouvé ça très très drôle de leur part. Alors voilà. C'est très drôle, mais parce je trouve qu'ils ont beaucoup le boulard depuis 2 ans. C'est insupportable parce que ça fait 20 ans qu'ils branlent rien. Et en revanche, mettre un drapeau CAF Tours, ça, c'est une belle autodérision, ça, c'est drôle. C'est une belle autodérision, mais qui n'est pas si récente que ça. Hein. Ce drapeau existait déjà il y a 10-15 ans, dans les années 90, début des années 2000. Le drapeau existait, avait déjà été sorti par certains supporters. Je ne sais pas si c'est le même. Je me souviens d'un drapeau aussi où c'était assez dit que tu nous fais voyager. Voilà. Donc, ça veut dire que finalement, quand il y a de l'autodérision, c'est tout de suite bien. Et en tout cas, c'est bien vu. Et ils en manquent terriblement. Et ils en manquent beaucoup. C'est bien pour ça qu'on le remarque quand ils savent en faire preuve. Avec tout ça, la Belgique pour finir à la CAF. Ouais. Avec tout ça, j'ai complètement perdu le fil de l'émission. Alors, je vais. On en était à qu'est-ce qu'on attend du match. Et j'avais interrogé Christophe. Il reste donc l'avis de Julien et l'avis de Georges.
ainsi que l'avis des internautes. Julien, qu'est-ce que tu attends de ce match contre Auxerre? Je suis très d'accord avec Christophe sur le fait que sur le potentiel individuel de chaque joueur, mais vraiment, tu les prends un à un, on est supérieur. La preuve, c'est Zedatka. Je ne crois pas dire de conneries en disant qu'il a fait quasiment tous les matchs depuis un moment, alors que chez nous, il ne jouait pas parce qu'il n'était pas suffisamment bon. À gauche et à droite. Comment? À gauche et à droite. À gauche et à droite. Mais pour autant, les mecs sortent de 3 victoires. Ils sont en train d'imaginer pouvoir se sauver, ce qui était quasiment de l'ordre du fantasme en début d'année 2023, je parle. Donc, voilà, moi, j'ai peur de ça. Évidemment, Christophe a raison, mais j'ai peur de l'équipe en confiance. Voilà. Vous vous souvenez, en début de saison, c'était le premier match, on avait invité un supporter auxerrois qui était extrêmement pessimiste ou réaliste, en tout cas sur les chances de maintien de son club. Et finalement, avec le recul, ils font une pas si mauvaise saison que ça. Non, mais c'était vis-à-vis d'entraîneur. Comment il s'appelle l'entraîneur? C'est Furlan. Furlan, c'est parce tout à qu'il parlait fait. de Furlan. Il disait que Furlan, il n'y croit pas. Il ne savait même pas s'il voulait rester ou pas. Il est resté quand même. Il y en avait beaucoup après Furlan. Pour ça, je parlais de Pélissier, qui est quand même un super entraîneur et qui a changé la donne, je pense. Georges, la donne Zegrova, d'ailleurs. Voilà. Non, moi, quand même, une extrême prudence, parce que comme on l'évoquait, non seulement ils peuvent se sauver, mais là, ils se sont mis dans une situation où ils sont 14e, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que, souvenir, hein, il y a 2 mois, ils étaient au fond du trou. Je pense qu'il y a Congé qui les… Et donc, c'est quand même une dynamique assez impressionnante. Et on imagine qu'actuellement, au niveau du mental, les joueurs doivent être à donf. Je pense aussi que tu l'évoquais, Pélissier, je crois que c'est un entraîneur très pragmatique. Il a parfaitement conscience que son équipe n'est pas équipée pour rivaliser footballistiquement avec le LOS. Donc, moi, je crois qu'il n'est pas exclu qu'il y ait un bus, la tentative d'assurer un point face à Lille pour agrémenter un petit peu le capital maintien. Ce ne sera pas un match simple. Et puis, il faut voir l'inconstance lilloise en espérant. Hein, on était hyper optimiste avant Angers, on a déchanté. Là, c'est quand même un peu plus costaud qu'Angers. Ça a des raisons de résister. Donc, oui, dans l'absolu, ce match, on l'a vu à l'aller. Hein, c'était un match à sens unique. On les a surclassés. Mais là, pour le coup, j'espère que la leçon d'Angers sera retenue parce que si tel n'est pas le cas, on peut avoir de très, très grosses surprises. On dit face à une équipe qui, à mon avis, mentalement sera galvanisée, avec des limites, mais prête à tout pour assurer le maintien. Alors, si un élément aussi qui peut avoir son rôle lors de ce match, c'est que leur gardien, qui est Radu, qui est un Roumain, si je ne m'abuse, et qui a été prêté par l'Inter de Milan, et qui est aussi peut-être une des explications de cette bonne série du match, a priori ne jouera pas le match contre Lille, il s'est blessé. Il est blessé, oui. C'est un élément qui peut aussi avoir son rôle. Alors, Vous vous souvenez qu'ils avaient dans le but à l'aller? Oui, tout à fait. C'était Benoît Costil. C'était Benoît Costil qui est venu finir l'éducation de Lucas Chevalier. Donc, on en a parlé la semaine dernière. On en a longuement parlé la semaine dernière. Alors, rebondissement de l'affaire. Rebondissement. A priori, donc, c'est Capenoul qui a répondu en premier, qui bénéficie de la place qu'il pourra offrir à quelqu'un. Donc, s'il ne trouve personne pour lui offrir, elle sera donc attribuée aux connaissances de Jean-Michel. On a… voilà, donc on a… Je vous propose peut-être de terminer cette émission avec le traditionnel tour des pronostics. Donc, sur les réseaux sociaux, allez-y, hein, faites-moi part de vos pronostics pour ce match Auxerre-Lille, pour vous laisser un petit peu de temps. Mais Georges, est-ce que tu veux enchaîner sur tes pronostics et le nom des buteurs? Allez, on va espérer un petit 0-2. Et le nombre de remplacements effectués par Fonseca? Ça, en fonction de si la première mi-temps tombe bien, il y en aura assez peu peut-être. Alors, on va dire un 0-2. David et… tiens, Alessandro, pour faire plaisir à Christophe. Ouais, mais pas… Christophe, est-ce que ça te fait plaisir? Je sais pas quoi dire. Ça, Alessandro, je pense qu'il il retombe dans sa… Enfin, voilà. Je vais pas en revenir là-dessus. 0-2, ça me paraît bien. Moi, je reste là-dessus, sur 0-2.
Et moi, je mets 2 buts de David. Allez, David qui claque, qui bat le record de sauce, c'est bien, quoi. Je fais une aparté, il a dit quand même, Alessandro, qui retombe, ce qui sous-entendu qu'à un moment, il soit monté. Ouais, non, Merci, mais Christophe. voilà. C'est vrai qu'il est monté un peu il y a 15 jours, mais enfin, c'est pas Merci pour du- cette analyse syntaxique qui est fort intéressante. Alors, on a d'autres pronostics sur les réseaux sociaux. Fabien 1-3, but de David, Ismaili et d'Alexandro. Donc, Ah, il va terminer meilleur buteur de son cours de pronostic. Il y a grosses attentes sur Alexandro. On a, On lui met une pression, mec. Alors, je pense que Zegrova a plus de chances de marquer sur ce match-là, mais bon. et justement, c'est le Il y a pronostic tellement de la pression Stéphane. il y a tellement la pression qu'il va sortir son maillot du short. Stéphane Voilà. du site Allez Lille qui nous dit 0-2 David et Zegrova. Et on a Trifred qui nous dit 0-2 dans les 20 dernières minutes, les 2 buts, David et Angel Gomez. Ouais, je pense qu'Angèle. Enfin, ouais. Ouais, Je vais revenir à 0. Je vais dire 0-3. 2 buts de Ju- David, David d'Angèle. Voilà. Julien, quel est ton pronostic? Vois-tu un triplé d'Alexandro? Non, moi, je vois un partout. Benjamin André sera suspendu en plus. Merde. Donc, je vois un partout et but de Fonté sur corner. Ah Et ouais. voilà. Carrément, je sais ou pas. Ah ouais. Bon, Ça va loin. Après, on a vu tellement de choses avec le LOSC cette année que tu as peut-être raison de ne pas tomber dans cet optimisme Oh, puis Julien, BA. il volait. André n'est pas là. Ils sont sur une grosse série. Ils sont en confiance. Voilà, quoi. Julien, il volait compter partout. Et Capenoul qui nous rappelle justement, vous avez oublié le but à la con qu'on encaisse en première. Et donc lui, il pronostique à 1-3 pour le LOSC, malgré Important, le ce but à la con. fameux but à la con. Voilà, il est 21h58. Nous avons fait le tour de cette actualité chargée du LOSC cette semaine. Donc, il va être temps de rendre l'antenne. Comme chaque semaine, je voudrais remercier tous les internautes qui nous suivent régulièrement. On rencontre souvent quelques-uns d'entre vous et on est toujours très, très fiers des avis que vous nous laissez sur l'émission, sur la qualité de cette émission, entre guillemets, et de ses intervenants. Donc, on vous remercie en tout cas de votre confiance, de votre participation et de votre présence régulière pendant l'émission. Encore une fois, aujourd'hui, en nombre de vues instantanées, les statistiques sont très intéressantes. Donc, merci à vous et on espère que vous continuerez à nous suivre chaque semaine. Je voudrais remercier bien évidemment les piliers du bistrot. Donc, merci Christophe, merci. Merci à vous. Et je voudrais faire une petite dédicace à Philippe Wolfgang, que j'ai découvert dimanche. Et très belle rencontre. Et à bientôt, Philippe. Voilà, Philippe Wolfgang, que je salue également. Pour les anciens du forum Allez le LOSC, Wolfgang est un pionnier du tout début du forum Allez le LOSC. l'ami new-yorkais. Un New-Yorkais, tout à Oui, fait, qui est revenu voilà. dans la région du côté de Berck-sur-Mer et qui nous regardait très régulièrement en pleine nuit à New York et qui appréciait finalement ce rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de son club favori. Donc, en tout cas, on a été extrêmement ravis de le rencontrer. On le connaissait indirectement et virtuellement. On était ravis de faire sa rencontre en vrai. Et c'est aussi ça l'intérêt du bistrot d'Allez le LOSC, c'est de pouvoir se rencontrer et discuter dans un vrai bistrot avec des vraies bières. Voilà. Merci en tout cas à Christophe d'avoir fait ce rappel. Merci à Julien, des Dogs de Paris, qui se prépare à aller à Auxerre, si je dis pas de bêtises. Non, ça va être les vacances scolaires sur la zone Paris, donc je ne serai pas au Auxerre. Mais moi aussi, je fais un petit salut à Chimay Bleu, que j'ai rencontré à plusieurs reprises dimanche. On a vécu une histoire assez intense. Bon, bah, écoute, on salue également Chimay Bleu, qui est une amie à tous, Je pense, qu'on on aime bien qu'on rencontre régulièrement. Elle n'est pas très fidèle, mais elle est très présente. Surtout Merci. dans les soirées bouches. Voilà, merci à toi, Georges, pour ton retour. Merci, Georges. Bah, merci à vous. Alors moi, je vais pas faire de dédicace, mais une petite promo pour les gens qui sont près de la Comédie de Lille demain. Il y a une représentation du son dans le potage, écrit par Bibi, qui est assez sympa, avec des jeunes comédiens sympathiques à qui je voulais faire un petit coucou, quoi. Voilà, bah écoutez, demain, c'est à quelle heure c'est 20h30, Comédie de Lille.
Voilà, pour un prix défiant toute concurrence. Donc, n'hésitez pas à aller. La pièce est très sympathique. Et j'en parle d'expérience pour l'avoir vue il y a quelques semaines. Voilà, il est temps de nous quitter. Donc, bien évidemment, avant de nous quitter, il reste encore une formalité. C'est notre cri de guerre. Donc, je vous propose de le pousser à 3. Vous pouvez aussi le pousser derrière votre écran là, sur les réseaux sociaux. Donc, à 3. Dépoussez les Avalençois. 1, 2, 3. Allez, Allez, le le LOSC. LOSC. À bientôt. Salut, ciao, bonsoir. Bye bye. Bye.